politique pour 50 minutes de débat, de commentaires, d'analyse et de décryptage du sujet qui fait la une de l'actualité. Du lundi au jeudi de 11h à midi, la une reçoit des personnalités politiques, des acteurs de la société civile et les autres décideurs de la vie publique. La une, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Tous d'avoir choisi la radio Horizon FM à l'émission La Une, je vous rappelle, qui vous parvient du lundi au jeudi entre 11h et midi, comme annoncé tout à l'heure. Donc nous recevons dans ce studio le secrétaire général du PDG RDA, en l'occurrence Mohamed Touré, qui est avec nous et pour l'interroger avec moi, Abdoulaye Siré Diallo. Abdoulaye Siré, bonjour. Bonjour Abdoulaye Diallo, bonjour milieu de toute la radio Horizon FM. Monsieur le secrétaire général du PDG RDA, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Monsieur le secrétaire général, la première question, depuis ce matin, on enregistre des manifestations par-ci et par-là contre le manque de courant dans ces quartiers. Qu'est-ce que vous en pensez de ces manifestations? Bon, je crois que les manifestations sont liées à une situation de fait, celle qui est par rapport au manque d'électricité, délestage dont subit les quartiers et les communes de Conakry, et donc forcément les populations de Conakry. Nous avons fondamentalement, à notre avis, un problème de gouvernance. Puisque la situation de l'énergie est celle que nous connaissons, qui s'est dépréciée systématiquement depuis, je dirais, 84. Aucune planification rigoureuse n'a été entreprise, n'a été appliquée pour répondre aux besoins de l'augmentation en termes de population de Conakry et conséquemment de l'accroissement de la capitale en tant que telle ou de la zone occupée en Conakry et ses périphéries. Aucune planification, donc aucune mesure n'a été prise. Donc ce qui arrive maintenant était prévisible. C'est certain, du point de vue du manque d'énergie et du manque de beaucoup d'autres choses d'ailleurs, puisque une planification n'a pas été faite. L'urbanisation de la ville de Conakry n'a pas été suivie, oui. Donc ces causes génèrent les effets que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à communiquer clairement quelle est la situation. Nous n'arrivons pas à définir et à dire aux gens de façon claire, voilà le plan par lequel nous allons en sortir et voilà les délais objectifs par lesquels il faut nécessairement ou auxquels il faut nécessairement être soumis pour que la situation soit définitivement résolue. Alors, les gens, ils restent dans l'expectative. On leur dit, dans 6 mois, il n'y aura plus de problème. On leur dit, dans 2 jours, tous les problèmes seront réglés. Le gouvernement a dit tout récemment, dans une semaine, que les quartiers qui manifestent allaient avoir le courant. C'est-à-dire que le problème est général.
La gestion de la nation ne peut pas se faire par à-coups. Il faut qu'on se résolve à dire la vérité à tout le monde. La vérité, c'est quoi, monsieur le Mais secrétaire la général? vérité, c'est que quand le système est dégradé au point où il est, quand le système, je parle de l'énergie, Allez-y, allez-y. n'a Oui. n'a aucun plan, ou antérieurement on avait, je suppose que maintenant on a un plan, bien que franchement on ne soit pas au courant. C'est ça le problème. Mais si on dit aux gens, on fait participer tout le monde à la gestion et à la gouvernance, et à toutes les gouvernances, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, énergie, administration, je sais pas, commerce, industrie, défense, sécurité, que tout le monde participe. Mais il faut avoir le courage de faire participer tout le monde. Et c'est pour ça, nous ramenons tout à une question de gouvernance. Et quant à nous, au Parti démocratique de Guinée, il y a une expérience de gestion, une expérience longue de gestion, et dont la gestion a participé à bâtir la nation. Les micro-barrages, vous parlez des micro-barrages. Entre autres, tout ce dont on a besoin. Le problème, c'est qu'il faut que les populations, il faut que le peuple soit partie de cette gestion, de cette gouvernance. On a l'impression que vous dites que ce sont les hommes qui font défaut, la compétence humaine qui manque. Non, c'est pas ce que je dis. On a cru comprendre que les compétences font défaut quand même. Pourquoi les compétences vont faire défaut? Les compétences ne font pas défaut, les compétences sont mal utilisées, les compétences sont mal placées. Parce qu'on voit que le président Alpha Condé a investi énormément d'argent dans le secteur de l'énergie, on parle des centaines de millions. Oui, mais la gouvernance c'est pas l'argent qui détermine la gouvernance. C'est pas l'argent qui détermine la gouvernance. Il y a trois choses. La première, c'est définir l'objectif. Quand on a défini l'objectif, on le partage. Ensuite, on met en place une organisation qui permette rationnellement d'atteindre cet objectif-là. Puis on choisit maintenant, vous parlez de compétences, on choisit des personnes capables d'atteindre cet objectif-là. Donc, le problème aujourd'hui, et on partage l'information, on fait participer les populations. Tout le monde doit savoir où on est, tout le monde doit savoir où on va. Et tout le monde doit participer à la définition plus ou moins consensuelle de comment on va aller où on veut aller. Cela se fait dans un système de gouvernance participatif qui implique tout le monde. Mais quand une grande partie de la population se sent exclue de la gouvernance, forcément, ça crée des mécontentements, forcément, ça crée des à-coups que ça crée. Monsieur le secrétaire général, 13 quartiers manquent de courant, cela fait plus de 3 mois. Comment vous comprenez qu'un État ne puisse pas trouver la solution immédiate à cela en attendant? Ils avaient le courant, mais ils ont perdu le courant parce qu'on nous a signalé qu'il y a des pannes. Et comment est-ce qu'un État peut rester 3 mois sans pouvoir régler ça, s'il n'y a pas de compétence humaine? Bon, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas dans le secteur de l'énergie. Je ne peux pas vous répondre. Je vous dirai simplement que moi, j'aurais expliqué aux 13 quartiers, voilà exactement les raisons pour lesquelles nous avons ce manque-là, voilà exactement les mesures que nous prenons pour avoir, et voilà exactement les délais dans lesquels nous pensons pouvoir rétablir cette situation. Monsieur le secrétaire général, on a l'impression que les gouvernants ont peur de dire à la population nous ne pouvons pas donner de l'électricité. Ah ben dans ces conditions, il manque de courage politique, et ça c'est grave. Mais est-ce que le moment est idoine, parce que la Guinée doit recevoir bientôt le roi du Maroc qui vient en Guinée en tant que roi, puisqu'il était là en tant que prince. En 1984. Oui, depuis 1984, un roi n'est jamais venu en Guinée, si ma mémoire est bonne. Est-ce que le moment est idoine d'enregistrer ces manifestations contre les coupures d'électricité à la veille de la visite du roi du Maroc? Bon, je ne sais pas s'il faut faire la relation, mais il est évident que lorsque le peuple de Guinée
la nation guinéenne s'apprête à recevoir une personnalité africaine du rang de Sa Majesté le roi du Maroc, il est certainement préférable que cela se fasse dans un climat de sérénité, de calme. C'est un peu... Je ne sais pas si on peut faire la relation entre la visite de Sa Majesté et les manifestations qui se produisent maintenant, mais la réalité, c'est que ces manifestations-là se sont toujours produites. Donc, elles sont la conséquence du sentiment que les populations ont de leur état d'être, de leurs conditions de vie qu'ils déplorent. Bon, ça, c'est un fait. Maintenant, si les explications sont données suffisamment et que on fasse comprendre à ces populations qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'elles sont des laissés pour compte, et je souhaite qu'elles ne soient pas des laissés pour compte. C'est pour ça que je reviens à la nécessité de mettre en place un système de gouvernance. Un système de gouvernance qui, n'est-ce pas, permette un partage effectif. Monsieur le secrétaire général, partage effectif des revenus, un partage effectif de toute la richesse nationale, afin que toutes les couches de la population guinéenne en bénéficient. Quand la gouvernance donne l'impression, et au-delà, est exercée par une classe d'élite qui s'approprie de l'ensemble des richesses produites par la nation et qui les redistribue dans un mode qui n'est même pas un mode orthodoxe, les populations qui sont au bas de l'échelle et qui ont le droit de recevoir cette richesse aussi, sont parfaitement en droit de manifester leur mécontentement. Maintenant, si nous réussissons à leur expliquer que dans les conditions d'aujourd'hui, il vaut mieux ne pas manifester de cette manière, mais pour le faire, il faut les rassurer, il faut leur donner des solutions de rechange, il faut qu'elles soient suffisamment informées sur ce qui se passe, et dans ces conditions se passe. Vous savez, avec le PDG, sous le régime du PDG, en question de crise, de toutes les façons, nos pays africains en voie de développement... On a l'impression que le PDG écoutait beaucoup le bas peuple, parce que le régime actuel... C'est ce que je veux dire. Mais le peuple centre du développement. C'est ce que je veux dire. Sans cela, il y a définitivement un déphasage entre gouvernants et population. Ce que nous voulons, et la démarche que nous proposons, c'est qu'en réalité, le peuple soit le gouvernant. Et c'est possible. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Sous le régime du PDG, tous les vendredis, dans tous les quartiers, il y avait une assemblée générale de tous les citoyens. Tout le monde avait le droit à la parole. Et tous les problèmes étaient débattus et résolus de façon démocratique. Donc, c'est une question de gouvernance. Oui, monsieur le secrétaire général, à vous écouter, on a l'impression que vous êtes un peu dessus de la gouvernance actuelle. Mais les atteintes sont loin d'être satisfaites. Certains sont loin d'être satisfaites. Je parle du point de vue de la gouvernance, et cette gouvernance se manifeste dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors forcément, nous restons sur notre faim, ce qui ne veut pas dire que nous cessons d'avoir de l'espoir, puisque en tant que secrétaire général d'une formation politique qui a le sens de l'histoire, nous savons que le peuple de Guinée sortira toujours victorieux
de tous les défis auxquels il fait Mais face. le temps, il file encore. Il file, hein, Ça moins fait de 3 2 ans ans, depuis hein. que le président est là, avec son gouvernement, 2 fois le gouvernement. Ça fait 3 ans. Oui. Le temps, il file. Oui, le temps file. C'est vrai, le temps file. Mais le temps file. Vous parlez de 3 ans que le président est là. Le système de gouvernance que le PDG a mis en place, il y a 30 ans qu'il a été remis en cause. Et violemment. Et c'est le système de gouvernement dont je parlais tout de suite. Participatif, inclusif, qui permettait à tout le monde de s'exprimer sur toutes les questions de la nation. Économique, sécuritaire, social, culturel, sur le plan même des relations extérieures et de coopération. Il était permis aux Guinéens, par une organisation adéquate, de participer au débat national. Alors donc, quand on arrivera à ça, quand on arrivera à créer un système où les populations interviendraient directement et même sans intermédiaire à définir la gestion, à participer, mais tout le monde se sentira concerné, tout le monde se sentira impliqué, tout le monde... Et je ne sais pas, à partir de ce moment, pourquoi les gens vont faire des crises et revendiquer. Puisqu'ils sont de la gestion, puisqu'ils seront de la solution. Cette solution que vous, au PDG, vous préconisez, mais est-ce que cette solution, vous pensez que ce gouvernement qui est mis en place là pourra le faire? C'est la nation guinéenne qui doit le faire. Ce n'est pas d'un homme ou d'un seul homme, ce n'est pas une question de petits groupes d'hommes. Puisque l'approche que nous avons, c'est la ligne de masse. La ligne de masse ne se fait pas par une élite, quelle que soit l'intelligence de cette élite, quelles que soient les qualités par ailleurs de cette élite. La ligne de masse, elle est l'expression des masses populaires et elle doit être accomplie par les masses populaires dans le cadre d'une organisation. Sous le régime du PDG et RDA, cela a été fait par des élites aussi qui l'ont conçu, qui l'ont réfléchi. Qui l'ont conçu, qui l'ont réfléchi et qui l'ont fait en collaboration directe avec le peuple. Puisque l'inspiration, c'est là. C'est le peuple qui donne les idées. Ne croyez pas que les idées viennent d'ailleurs. Ce n'est pas un laboratoire. Le plus grand laboratoire de la société, c'est encore les populations. La différence entre ceux qui gouvernaient peut-être à l'époque et ceux qui aujourd'hui gouvernent, c'est que l'écoute était différente et l'approche par rapport aux populations était complètement différente. Peut-être que j'accepterais ça, mais c'est tout. Sans quoi, en réalité, c'est le peuple qui contient toutes les solutions à tous ces problèmes. Oui, vous parlez des masses du peuple également. Nous savions que c'était un régime socialiste et le président Alpha Condé se réclame aussi socialiste. Quelle est la différence? Vous savez, moi, les étiquettes, franchement, je ne pense pas qu'elles soient importantes. Les étiquettes. Socialiste, capitaliste. C'est pas important. C'est le bonheur du peuple de Guinée qu'on recherche. Quelles sont les voies et moyens pour que le peuple de Guinée jouisse du bonheur total? Je crois que c'est la recherche qu'on a. Vous parliez tout à l'heure, je dis que je n'aime pas les étiquettes. Et nous ne sommes pas soumis aux étiquettes. Nous avons une doctrine claire. Je vous donnerai un exemple. Nous n'avons jamais dit que le marché était quelque chose de mauvais. La libre entreprise. La libre entreprise, bien au contraire. Au 12e congrès du PDG, déjà,
La question était clairement posée, débattue et acceptée. Il était question non plus d'étatisation des moyens de production, mais de démocratisation, de socialisation, c'est-à-dire que les moyens de production devaient être pris par l'ensemble des citoyens, organisés soit de façon individuelle, soit de façon collective et coopérative. Le problème ne s'est jamais posé au PDG. Puisque les cadres du PDG, les ministres, le président de la République même, avaient des propriétés privées à lui. Donc la question ne se pose pas en ces termes-là. Le problème qu'il y a, c'est que nous devons pouvoir donner la même chance et la même opportunité à tous les Guinéens sans exclusive d'atteindre les capacités et toutes ces capacités, de les développer. De les développer. On dit privé, on n'est pas contre le privé. Est-ce que la privatisation n'a pas été un grand échec? Tout le système a été un échec. C'est pour ça qu'on est en crise. Tout a été un échec. De quoi de privatisation vous parlez? Regardez, en Guinée, on dit, non, il faut privatiser, il faut nécessairement que ce soit un système donné, qui est le capital privé, etc., etc. Qui est capitaliste en Guinée? Qui? C'est-à-dire qui a un capital suffisant qui lui permette en tant qu'individu, de s'investir et de reproduire ce capital-là pour avoir un profit. Qui sont tous des spéculateurs. Et comment est-ce qu'ils ont acquis et accumulé les fortunes qu'ils ont, qu'ils n'arrivent même pas à réaliser pour la nation guinéenne? Comment ils l'ont eu? Parce qu'ils sont tous abouchés à l'État. C'est l'État qui a le capital en Guinée. On n'est pas contre que l'État redistribue ce capital-là de façon à ce qu'une couche de travailleurs guinéens puisse, par le fruit de leur travail et non parce qu'ils sont postés à tel endroit ou à tel endroit, ou parce qu'ils sont favorisés par tel ministre ou par tel président en tant que commerçants, pour se faire de l'argent sur le dos des populations qui en fait produisent ces richesses-là. Le problème est là. Donc il y a deux voies. Et nous avons choisi la voie de la démocratisation de l'économie guinéenne. Si vous révélez... De la possibilité donnée à chacun des citoyens Monsieur Mohamed Touré, de s'organiser. Si vous venez aujourd'hui au pouvoir, est-ce que vous allez encore renationaliser ces entreprises qui ont été bradées, entre guillemets, qui ont été bradées, voilà, entre guillemets? Écoutez, ça sera certainement sur la base d'une étude exhaustive qu'on fera de la situation. Nationaliser quoi? D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont que des carcasses d'elles-mêmes. Des entreprises effectivement construites... Des industries qui ne sont aujourd'hui que des amas de fer. Bon, d'accord. Mais l'esprit est là, l'idée est là, donc on peut toujours reprendre et amener là. Mais ça prendra aussi un coût financier. Vous parlez de... Oui, ça, évidemment, s'il y a un coût financier, on a perdu. On a délibérément accepté de tout gâcher. Ça a été fait comment? Et 84 arrive, les militaires prennent le pouvoir, on nous envoie des conseillers de partout, il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire qui viennent en renfort pour dire non, cette méthode de gestion est mauvaise, il faut la remplacer, il faut la substituer par une méthode de gestion que nous, on vous conseille, etc., etc. Donc la participation de l'État dans ces industries et dans toutes ces entreprises dont vous faites allusion, l'État qui a créé ces entreprises, parce qu'aucun Guinéen ne pouvait créer ces entreprises, il ne faut pas être dupe. On dit non, il faut les sortir de ça parce qu'il faut qu'ils se soient pris par des privés. Et vous savez la suite. Ils sont venus, ils n'ont aucune expérience de la pratique industrielle, par exemple. Ils ont pris les usines à des coûts dérisoires. Insignifiants parfois. Bon. Il y a des gens, quand ils ont racheté l'usine à l'État guinéen, le groupe électrogène qu'il y avait et qui faisait fonctionner l'usine, seulement en le revendant, couvrait leurs frais. Et
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cannibalisé, ils ont coupé les machines qui pouvaient être vendues sur le marché, ils les ont vendues, etc. Maintenant, on a de la ferraille et des carcasses. Quand il reste encore de la ferraille et des carcasses. J'étais à Kassa la dernière fois, j'ai vu l'huilerie, ce qui était l'huilerie de Kassa. Allez vous jeter un coup d'œil. Vous vous rendrez compte du que la nation guinéenne a connu. Alors évidemment que c'est des choses à reprendre. Mais l'implication de l'État est indispensable. C'est l'État qui a le capital, c'est l'État qui négocie tout. Regardez sur le plan des mines. Qui négocie? Monsieur le secrétaire général, peut négocier? Oui, on a vu le président Alpha Condé tenter une opération avec la vente du riz là, qui n'a pas marché là. La vente de quoi? La vente du riz. Non, les magasins à témoins là. Non, je ne suis pas dans les détails. Je ne veux pas rester dans les détails des petites. Comment on dit? Pour des passeports. Oui, des petits coups spéculatifs là, vente de riz, Nous avons des problèmes sérieux de l'économie guinéenne. Et il faut trouver des solutions sérieuses. Je vous parlais tout de suite des mines. Les mines, c'est un secteur. C'est la Sokipa-Mine Laissez-moi. Allez-y, monsieur le secrétaire général. Vous savez. Allez-y. Vous avez carte blanche. Et c'est par rapport à justement à rendre des Guinéens autonomes, à rendre des Guinéens capables d'avoir non seulement le capital, mais de participer effectivement à la réalisation de notre économie. Vous avez des cadres guinéens rompus, formés à l'école guinéenne, rompus à ce qu'ils font. Vous avez des ingénieurs, des géographes. Je voyais la dernière fois à la télévision qu'on a distribué des petits appareils là pour topographie. Pour avoir la position GPS. C'est pour la cartographie des mines. D'accord, les appareils là, c'est très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous avons des géographes, nous avons des ingénieurs en mine, nous avons des topographes confirmés, nous avons des gestionnaires confirmés. Bon. Si nous voulons vraiment privatiser à ce point, aidons-les à s'organiser en groupe pour que eux ils prennent, mais donnons-leur aussi la capacité de travailler, les GPS là et tout ça, et tous les autres instruments, jusqu'aux appareils, jusqu'aux avions. Parce que pour faire la cartographie du pays, il faut qu'il y ait des avions de surveillance qui passent, qui prennent les données aériennes, etc., qu'on combine, etc., pour avoir une cartographie qui puisse réduire l'échelle de la cartographie minière. Mais il y a des Guinéens qui peuvent le faire. S'ils sont organisés en société, en entreprise de service, qu'ils le fassent et que l'État contracte avec eux. Et que les sociétés minières extérieures contractent avec eux. Comme ça, on transfère le capital et de façon raisonnable avec des gens qui travaillent effectivement et pas avec des voleurs. Et puis, la société guinéenne s'en trouve enrichie. Au lieu d'aller dans le domaine, dans le secteur minier, s'aboucher à des lobbies, à des sous-traitants sud-africains, à des lobbies qui sont en dehors du pays et qui représentent des intérêts particuliers qui sont des intérêts, et c'est normal que ces intérêts soient représentés puisque eux, ils sont des lobbies qui représentent des intérêts de multinationales. Qui vient créons le lobby. Piller les mines guinéennes, en quelque sorte. Non, je ne parle pas de pillage, je dis l'organisation. Il ne faut pas que nous soyons partis, que ceux qui prennent les décisions pour nous soient des acteurs de lobby externe à la Guinée. Le lobby de la Guinée, c'est le pays.
Et nous pouvons créer des systèmes ici qui permettent à ces lobbies-là de venir et de travailler avec des Guinéens patriotes dans leur zone d'action. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Puisque les cadres ont été formés. Les cadres ont été formés suffisamment dans ce cadre-là et qui ont la compétence, qui ont la connaissance du pays. Mais faut-il avoir confiance aux Guinéens? On ne peut pas gérer la Guinée sans avoir confiance aux Guinéens. Ça, c'est fondamental. Donc, on a l'impression aujourd'hui que les mines guinéennes sont gérées à partir de l'étranger. Ah, c'est sûr. C'est toute l'impression qu'on a. L'approche qui fait que d'ailleurs, jusqu'à présent, il semble que d'ailleurs nos mines soient mises en jachère. C'est-à-dire qu'on les met, on assure le contrôle, on vient, et les concessions sont prises, etc. Les concessions sont donc occupées, mais aucune exploitation n'est faite. On parle des permis, hein, les permis des recherches d'exploitation. Tout le monde a des permis, c'est vrai. Tous les ans, les permis sont renouvelés, c'est vrai. Et on a peut-être un peu de broutilles sur la base des permis. Mais ce n'est pas ça qui va nous développer. Il faut que l'exploitation des mines se fasse. Et que des investissements soient faits par rapport à l'exploitation de ces mines-là. Et que les Guinéens participent à la valeur ajoutée qui est apportée. Et pourtant, le code minier, monsieur le secrétaire général, qui a été fait récemment, semble plus attrayant et plus convaincant. Je ne sais pas. Pourtant, il a créé beaucoup de remous, ce code minier. Il semble être attrayant dans certains aspects. Dans d'autres, il a fallu qu'on le modifie parce qu'il semble que les lois financières ou les lois les taxes que contenait le code minier première version a été sérieusement contestées par les multinationales à l'extérieur. Donc il a fallu faire même une révision de ce code-là. Mais le code, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ce que je vous dis, c'est que il faut que les mines guinéennes aujourd'hui cessent d'être gardées comme réserve. Elles ne doivent plus l'être puisque de toutes les façons, nous avons dépassé les cadres guinéens, on en a suffisamment formés pour qu'ils puissent aujourd'hui l'exploitation de ces ressources-là. Je vous donne un autre cas. Encore dans les mines, parce que c'est important les mines. Allez-y. J'ai beaucoup de craintes que les contrats qui ont été signés à Abu Dhabi, le fameux 5 milliards de dollars, Pour Mubadala. avec Mubadala, ne soient un grand mammouth blanc. Je ne dis pas éléphant, le symbole de mon parti c'est l'éléphant, je dis un mammouth blanc. Et je m'explique. Écoutez, les Émirats étaient en relation déjà avec la Guinée depuis la Première République. Un projet était conçu, le projet Aékoui. Et le projet Aékoui avait pour objectif quoi? Aller sur les traces des mines de Sangaredi qui avaient déjà été exploitées pour l'exportation, les résidus qu'il y avait contenant encore de la bauxite, de la bauxite, étaient à être utilisés par un projet qui intégrait, qui donnait l'énergie et le raffinage de bauxite en alumine. Donc, cette raffinerie d'alumine devait être placée sur les mines déjà exploitées pour que les résidus qu'il y a là-bas, on tire avantage de ces résidus et qu'on les transforme pour avoir de l'alumine pour la nation en valeur ajoutée et le mettre sur le marché. Bon, Aékoui n'a pas vu le jour. D'étape en étape, le gouvernement guinéen, après évidemment la Première République, a transformé Aékoui en une autre entité. Et cette entité est venue au départ avec tous les attributs de Aékoui. Mais aujourd'hui, les attributs de Aékoui qui étaient au départ ont été complètement... Cette compagnie a été vidée de ces attributs-là pour ne garder que l'exportation de bauxite. Et cela s'explique.
Les gens avec lesquels nous étions en relation pour faire la raffinerie d'alumine sur les résidus des mines exploitées pour l'exportation déjà à Sangalili, ils ont tenté de continuer le projet. Avec le gouvernement guinéen de l'époque, rien n'a été possible. Parce que, évidemment, il faut donner des pourboires par là, il faut donner des trucs par là. Enfin, ils ont fait face à un blocage systématique. Pendant ce temps, leur programme évolue. Ils ont fait donc, au niveau des Émirats là-bas, une raffinerie d'aluminium, parce que eux, c'était l'objectif. Quand ils prennent l'alumine ici, il faut avoir la matière première, donc il faut aller la transformer en aluminium chez eux. Donc ils ont fait cette raffinerie d'aluminium. À force d'être bloqués par les autorités guinéennes par rapport à la réalisation de la raffinerie d'alumine, ils se sont résolus à faire une raffinerie d'alumine aussi chez eux. Donc, moi, je suis vraiment très heureux que le projet Mubadala, etc., se réalise. Mais je suis sceptique. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un partenaire fasse un investissement aussi important chez lui. Et il n'a pas la matière première. Et ensuite qu'il vienne faire cet investissement de 5 milliards dans un pays où il y a la matière première. Il y a quelque part quelque chose qui cloche. Qui cloche, oui. Et donc, c'est ce que je disais tantôt, même par rapport aux manifestations qu'il y a. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que si on cache la vérité, inévitablement, ça se révélera. Et quand ça se révèle, ça crée des problèmes. Et nous, on ne veut pas de problème. Nous, on ne veut pas de problème. On veut que la nation guinéenne continue à se renforcer, à se fortifier. Cela ne peut pas se faire quand on crée les conditions pour que demain, il y ait des problèmes majeurs. Oui. Je vous rappelle que nous sommes avec donc le secrétaire général du PDG RDA, en l'occurrence Mohamed Touré. Les élections communales et communautaires, logiquement, étaient prévues dans le premier trimestre selon les accords 2014, selon les accords du 3 juillet. Et pour l'instant, ce n'est pas évident qu'on y aille. Mais comment voulez-vous qu'on y aille? Le système a l'air d'être bloqué. Le chronogramme ne sera jamais respecté, ce qui est un drame. Nous avons heureusement une assemblée aujourd'hui. Toutes les institutions de la République sont mises en place. Presque. Parce que jusqu'à présent, les élus directs du peuple ne sont pas. De toute façon, ça, c'est quelque chose contre lequel le PDG s'est insurgé depuis. Quand on a commencé à nommer des délégations spéciales. On a toujours dit, à la place des élus, il faut des élus. Il faut faire des élections. On dit non, c'est cher de faire des élections. Pourquoi c'est cher de faire des élections? Organisez les gens, dites-leur à telle date, vous venez, chacun vient dans une commune. Ils votent pour leurs représentants. Qui bloque à votre avis, monsieur le secrétaire général? Je dis que le système est bloqué quelque part. Le système est bloqué parce qu'il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas. C'est de part et d'autre. C'est de part et d'autre. Et je l'explique comment. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous avons un positionnement aujourd'hui au PDG. Lequel? Celui qui veut que, franchement, nous ne soyons étiquetés ni d'opposition, ni de mouvance. Donc vous n'êtes ni de la mouvance, ni de l'opposition. Non, le PDG, franchement, dans ces conditions, dans le contexte dans lequel nous sommes, le PDG se suffit à lui-même. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Mais parce que, écoutez, on ne change pas de système.
On s'est engagé. C'est-à-dire que on s'est engagé. Le président Alpha Condé n'a pas fait la rupture. Hein? En 2010, vous l'avez. La rupture n'est pas faite, à notre sens. Le changement n'est pas venu en un mois. Écoutez, on vient d'un système donné. C'est ce système-là qu'on combattait. Ce système-là a été pris en compte par une catégorie de Guinéens qui étaient bureaucrates et qui étaient bien placés dans l'État dont je parlais tout à l'heure et qui a confisqué tout ce qu'il y avait pour le peuple de Guinée. À tel point qu'aujourd'hui, pour répartir les revenus, on passe par les baptêmes qui n'en finissent pas, on passe par les mariages qui n'en finissent pas, on passe par les sacrifices, même quand on va à la Mecque. Avant, le sacrifice de la Mecque, c'est celui qu'on faisait là-bas, le mouton. Mais aujourd'hui, quand il revient, on fait un sacrifice à Conakry, après on va au village, on fait un autre sacrifice au village, etc. Tout ça, c'est des modes de répartition du revenu que les gens imaginent parce que justement, les modes de répartition normaux sont faussés. Donc cette classe de bureaucrates-là s'accapare de l'État guinéen. Sous le régime antérieur, donc le régime du CMRN, le régime militaro-civil qu'on a connu, ces cadres-là, ces bureaucrates-là, se font des guerres à l'interne du système en clan. Aujourd'hui, tel Premier ministre vient au pouvoir, il vient avec tout son clan. Après, l'autre Premier ministre ou l'autre clan se bat pour avoir son Premier ministre aussi, qui vient, après, qui vide les lieux du clan qui était là, mais qui vient, qui prend le clan à la place, qui s'installe à la place. Mais le système est le même, le mode opératoire est le même. C'est ça le grand système. Le système n'est pas cassé. Bon, vienne la transition, viennent comment on appelle ça, les élections présidentielles, etc. Le processus qu'on appelle des processus démocratiques. Oui. Bon, ces clans-là se répartissent et deviennent des forces politiques. Parce que les bureaucrates qui avaient se sont convertis en politique, chacun de son côté. N'est-ce pas? Oui. Bon, et ces clans-là, se répartissant en ou devenant des politiques, se positionnent. Et c'est là où le positionnement commence à être clair. On dit d'un côté, on a l'opposition, de l'autre, on a la mouvance, n'est-ce pas? Mais nous, on est venus, le PDG, qui a une histoire. Le problème que nous avons, c'est ça. Parce que nous avons une histoire, nous avons une expérience, nous avons un mode de gestion, nous avons donc... Nous connaissons. Nous connaissons nous-mêmes. Donc on vient dans ça, dans l'espoir de pouvoir changer systématiquement le système. Mais de ne pas faire des changements au sein du même système. On se rend compte aujourd'hui que plus on va, plus c'est des méthodes de politique politicienne qui font que les méthodes employées par l'ancien système sont encore employées, et c'est d'ailleurs les mêmes hommes, pour la plupart, qui les font, et etc., etc. Donc, le changement, en fait, on n'a pas changé de système. Ce qu'on a changé, c'est l'aménagement au sein du même système. C'est le même clan qui a pris Condé en otage, c'est le même clan qui est en train de prendre Alpha Condé en otage. Je ne sais pas qui prend qui en otage, je constate que le système n'a pas changé et j'ai voté pour que je change le système. Mais est-ce que le président Alpha Condé vous écoute, M. Mohamed Touré? Ah, bien sûr qu'il m'écoute, puisque le peuple de Guinée m'écoute, à travers vous maintenant. Mais est-ce que parfois il vous convoque pour vous dire, Mohamed Touré, est-ce que tu as des propositions à me faire pour pouvoir changer? Parce que vous étiez un allié du président Alpha Condé au deuxième tour. Oui, j'étais un allié. Et je reste un allié de la République. Le président Alpha Condé est président de la République. Mais est-ce qu'il vous écoute personnellement, M. Mohamed Touré? Il n'a pas à m'écouter personnellement. Mais parce que vous êtes un leader politique, vous avez des idées, vous pouvez lui faire des propositions quand même. Bien sûr, je fais des propositions à la nation guinéenne. À commencer par son chef. Mais bien sûr. Ce que je dis là, il va l'entendre. Cela va sans dire. Il écoute. Vous comprenez un peu la colère encore des militants du RPG. Apparemment, certains sont remontés contre la manière dont le président a fait sa nomination récemment. Je suis secrétaire général du PDG RDA.
Mais vous observez ce qui se passe ailleurs, là. Mais j'observe, mais je ne commente pas ce qui se passe ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Mais monsieur le secrétaire général du PDG, alors les élections législatives sont passées. Le PDG, est-ce qu'il reste encore un parti fort sur le terrain, malgré une histoire plus vieille de 50 ans? Bien sûr que le PDG est un parti fort. Le PDG est un parti fort. La preuve, c'est que malgré toutes les tentatives de destruction de ce parti, il est là. Et puisque aux élections législatives, tout le monde a semblé être triché, l'opposition dit qu'elle a été trichée, le pouvoir, la mouvance présidentielle dit qu'elle a été trichée, nous on préfère ne rien dire. Mais on connaît quels ont été nos résultats. Mais surtout, à Farana, les gens n'ont pas compris pourquoi le PDG n'est pas venu premier là-bas, par exemple. Pourquoi Farana? Pourquoi à Gawal, le PDG n'est pas venu premier? Vous croyez que Farana est mieux pour le PDG que Gawal? On estime que chaque parti doit avoir un fief. Chaque parti, oui, effectivement, surtout... Le fief du PDG, c'est la Guinée. Le PDG, c'est un parti national. Et nous le disons pas par démagogie, nous le disons parce que nous en sommes convaincus. Gekedou nous a donné des résultats brillants, Gekedou. Lors des législatives. Et bien sûr. On a détourné... Massanta nous a donné des résultats brillants. On a détourné Bokeh nous a donné des résultats brillants. Le PDG est le parti qui peut se féliciter d'avoir eu des voix, même si on a retiré, on a détourné, on a fait comme vous voulez, mais toutes les circonscriptions nationales et à l'étranger ont donné des voix pour le PDG. Mais, à l'exception de deux, et ça, bon, puisque nous ne sommes pas au contrôle et nous ne vérifions pas, on en a été quelque peu exclu par plusieurs méthodes. Il y a eu le Libéria et il y a eu l'Espagne. C'est les deux où on n'a pas eu de votants. Donc, si vous voulez confiner le PDG à Farana, puisque tout le monde veut se gouffrer dans cette vision régionale oui, même en France, et ethnique, là, même... le PDG dit systématiquement non. Le PDG veut que ce soit l'abbé qui soit son fief. Oui, effectivement, mais même en France, là, les leaders dont il est originaire, ils gagnent à les provinces ou les préfectures dont il est originaire. Là. Ça, c'est un phénomène mondial. On va se battre pour que l'abbé soit le fief de la Guinée. Mais monsieur, c'est comme vous faites. Je dis exactement ce que vous dites. Hein. Mon incompréhension est que beaucoup d'anciens et ceux qui étaient là pendant le premier régime saluent les acquis du PDG, mais sont très peu à s'engager pour aider le PDG à évoluer. Ah, n'est-ce pas? C'est mon constat. Bon, si vous constatez ça, c'est à vous de leur poser. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, le PDG est résolu. Écoutez, le PDG est résolu à aller de l'avant. Le PDG, c'est l'avenir qu'il voit. Donc, franchement, ceux dont vous faites référence là, ils sont aujourd'hui des sages. Ils peuvent donner des conseils. Nous, c'est de la jeunesse dont on a besoin. Le PDG a besoin de la jeunesse. Monsieur le secrétaire général, dernière question. Rendez-vous donc pour les communales et communautaires. Vous allez présenter des candidats partout? Bon, nous sommes en train d'étudier la question. Nous sommes en train de voir tous les contours. Nous n'allons pas présenter certainement partout. Nous allons voir en fonction de nos réalités concrètes. Parce que vous avez dit tout à l'heure l'abbé. Je pense que l'abbé, vous allez présenter un candidat. Mais pourquoi pas? Oui, de toute façon. Vous riez, vous croyez que c'est impossible? Non, de toute façon. Regardez nos résultats. Je vais vous dire quelque chose. Depuis, après 84, depuis l'inception de ce qu'ils ont appelé démocratie multipartite intégrale, chaque fois qu'il y a eu des échéances électorales, l'abbé nous a donné plus de voix que Farana. Comment peut-on expliquer Vérifier, ça? Comment peut-on expliquer ça? On explique ça parce que je vous ai dit que le PDG c'est un parti national. Il n'y a pas à expliquer. C'est-à-dire que le problème c'est que vous êtes dans un cadre. On veut forcer le Guinéen à rester dans un cadre, celui qui exclut l'autre. D'abord on crée l'autre, parce que moi je ne sais pas s'il y a un Guinéen qui peut être l'autre. On crée l'autre et ensuite on veut qu'on exclue l'autre.
Le PDG n'a jamais fonctionné comme ça. Donc nous, on est à l'aise. Mais vous voyez quand même le président qui dit que la primature, c'est la Basse-Guinée. Donc ça commence par lui, la présidence de la Haute-Guinée, la présidence de l'Assemblée nationale de la Guinée forestière. Bon, si c'est sa vision du pays, c'est pas la vision du PDG. Le PDG, c'est le peuple. Le PDG, c'est la Guinée. Oui. Le PDG, c'est la Guinée, c'est le Guinéen. Et les Guinéens dans sa diversité. On n'exclut pas que le Guinéen ait une appartenance, on n'exclut pas, mais le Guinéen est le Guinéen. Cette diversité-là est bonne même pour l'unité du pays. Mais sur le PDG, des postes électifs politiques, pas un, pas deux, pas trois, mais répétés sur toutes les... Renseignez-vous. Les secrétaires fédéraux qui étaient pour le parti la personnalité première de toutes les préfectures étaient élus pas parce qu'ils appartenaient à la communauté, pas parce qu'ils venaient de cette région, mais parce que c'était des hommes dont la population se rendait compte de leur degré d'utilité sociale. Ils étaient bien pour la communauté et on votait pour eux. Et partout en Guinée, c'était le cas. Informez-vous. Oui. Merci à vous, M. Mohamed Touré, d'avoir effectué le déplacement. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Demain, nous serons avec Kenneth Guilabogui, donc directrice de campagne du RPG. Arc-en-ciel, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'émission La Une. C'est à moi de La Une émission sur la radio Horizon FM 103.4. La Une émission qui regroupe la rédaction politique pour 50 minutes de débat, de commentaires, d'analyse et de décryptage du sujet qui fait la une de l'actualité. Du lundi au jeudi de 11h à midi, la Une reçoit des personnalités politiques, des acteurs de la société civile et les autres décideurs de la vie publique. La Une, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Ici Conakry. Vous suivez Horizon FM émettant de Koléa sur la 103.4 MHz. Horizon FM. Horizon FM. Horizon FM est une excroissance de la société unipersonnelle Arc-en-Ciel Communication du groupe de presse L'Enquêteur, hebdomadaire d'investigation. Horizon FM. Horizon FM. Horizon FM, c'est la radio de la démocratie, la radio de l'espoir.